attentes de la formation du gouvernement d'union nationale. Quelle en sera la taille? Tentative de réponse dans ce journal. Revue annuelle du 4e programme de coopération entre la République démocratique du Congo et le Fonds des Nations Unies pour la population. Les questions de population et du développement ont été débattues par les experts réunis ce jeudi 24 novembre à l'hôtel du gouvernement. Et puis les amoureux du livre en liesse depuis le mercredi 23 novembre 2016. Avec le lancement de la fête du livre, ils vont pendant quelques jours enrichir leurs connaissances en littérature. Antena, le journal, Patricia Amouli. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Antenne A pour vous informer. Nous commençons par cette nouvelle. Un nouveau gouvernement est attendu dans les heures qui suivent après la nomination du Premier ministre Sami Badibanga. Dieu merci Nzob Mabiala et Sylvie Fortuné Mboula s'intéressent sur la taille de ce gouvernement et les défis qui les attendent. Suivez ce reportage. Les gouvernements de large union nationale que va diriger Sami Badibanga a entre autres pour mission l'amélioration du social du Congolais, mais aussi faire en sorte que les élections soient organisées dans les délais selon le prescrit de l'accord politique issu du dialogue national. Mais une question se dégage. Quel sera le format de ces gouvernements? Car selon certaines indiscrétions, il pourrait comporter 72 membres. Un gouvernement éléphantesque qui risque de ne pas améliorer les conditions de vie de la population. Au cas où ces chiffres s'avéraient vrais, ils auront derrière eux de membres de leur cabinet à gérer. Avec quel budget? Si déjà le gouvernement sortant aux allures minuscules n'a pas résolu le problème du Congolais, il n'est pas évident que ces derniers soient en mesure de le faire lorsqu'on sait qu'en République démocratique du Congo, la politique n'est pas une passion, mais encore une vocation. Attendons voir. Inclusivité recherchée après la signature de l'accord du 18 octobre, médiation de la conférence épiscopale nationale du Congo et clé de réparation des ministères pour le nouveau gouvernement. Ces questions ont été évoquées par Willy Michiki, membre du Rassemblement et président de l'Union nationale des nationalistes au cours de l'interview qu'il a accordée à Polydor Cassian. C'est une joie énorme pour nous, le rassemblement, d'autant plus que le président de la République vient aujourd'hui d'honorer non seulement la fille aînée de l'opposition qui est l'UDPS, mais aussi le rassemblement. Il vient aussi de rassurer un espace linguistique important qui se sentait un peu frustré, notamment l'espace kassaïen. Quand j'ai remis la liste des 3 candidats Premier ministre au président de la République, j'ai eu la bénédiction de M. Tshisekedi. Demandez-lui s'il n'a pas été consulté par moi pour le cas de Sami Badibanga. L'inclusivité est déjà là. Ce qui reste là-bas ne représente qu'une petite minorité au sein de l'Assemblée. La CENCO a déjà fait preuve de bonne foi, elle a échoué, elle doit reconnaître que ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui ne va rien apporter. On voit le gouvernement piloté par quelqu'un de l'IDPF de l'Assemblée, à côté du chef de l'État, l'inclusivité, la vraie, est déjà là. La clé de répartition est connue, peut-être pas encore le ministère. Nous et la majorité, nous prenons le même nombre de ministères. Et le reste, on donne à la société civile. Ce sont des choses que nous sommes en train maintenant, au moment où je vous accorde cette interview, nous sommes en train de discuter. Mais la société civile sera présente, mais d'une manière insignifiante. Elle n'est pas politique, c'est une affaire politique. Mais comme elle a fait partie des signataires de l'accord, il est tout à fait normal qu'elle se retrouve. 24 novembre 1965, 24 novembre 2016, 51 ans se sont écoulés depuis le coup d'État de Joseph Désiré Mobutu et de son vivant. Ces derniers avaient baptisé deux avenues de la capitale 24 novembre pour graver davantage cette date historique dans la mémoire du Congolais. Aujourd'hui, l'avenue est rebaptisée Avenue de la Libération. Domomat et David Tembeni pour ce reportage. À l'aube du 25 novembre 1965, le haut commandement de l'armée nationale congolaise s'empare du pouvoir.
le coup d'État ne paraît pas avoir été préparé de longue date. L'éruption des chefs de l'ANC, avec en tête le lieutenant-général Joseph Désiré Mobutu, a été mûrie en quelques jours et décidée en quelques heures. Tout part en effet le 17 novembre. L'impasse est déjà totale en politique entre le président Kasavubu et son premier ministre Tchombe. Mais ce qui accélère le processus du coup de force de l'armée est l'attitude de la délégation congolaise lors du vote sur l'admission de la Chine à l'ONU. Une attitude jugée inquiète par les milieux diplomatiques occidentaux. Ces derniers prennent contact avec Mobutu. Dans la matinée du 25 novembre, un texte rédigé à 2 heures est lu pour une première fois au micro des radios Léopoldville. La proclamation ne fait pas mention d'une durée précise quant à l'exercice du pouvoir. La précision sera apportée à 10 heures lors d'une conférence de presse. Le général Mobutu souligne qu'il prend le pouvoir pour 5 ans et désigne le colonel Moulamba comme premier ministre pour 5 ans également. Il avait dit 5 ans, il en fera 32. Par la suite, à l'image de la grandeur de son pouvoir, de la longévité de son règne, le maréchal Mobutu, qu'on surnomma entre autres l'aigle de Kaolé, va baptiser l'avenue sur laquelle nous nous trouvons du nom de la date où il accéda au pouvoir. Une manière pour lui d'immortaliser de la plus belle des manières cette journée. Depuis l'avenue du 24 novembre, rebaptisée depuis lors l'avenue de la Libération, Dom Momat et David Tembeni pour Antena. Dans l'actualité également, sachez qu'Antananarivo, capitale de Madagascar, va abriter du 26 au 27 novembre le 16e sommet de la francophonie, croissance partagée et développement responsable, les conditions de la stabilité du monde et de l'espace francophone est le thème retenu pour ces assises. Le ministre congolais des Affaires étrangères, Raymond Chibanda, va représenter le président de la République à ces grands-messes francophones et à Kinshasa au ministère des Affaires étrangères. Restons-y pour vous dire que le mouvement des grèves continue. Au stade actuel, le gréviste estime que la solution viendra du nouveau gouvernement et du Premier ministre Sami Badibanga. Paulin Kalamba, Hugues Sangilay, constat. Une gronde qui n'en finit pas. Ces agents et cadres du ministère des Affaires étrangères disent attendre une solution concrète à leurs revendications avant de lever tout mouvement de grève. La grève continue. L'ensemble des services continue à être fermés. Notre souhait, c'est que la situation soit décantée. De toute manière, nous attendons le nouveau gouvernement. Le président de la République a déjà nommé le Premier ministre. Dès que le nouveau gouvernement arrive, dès qu'on a un répondant, et avec ce répondant-là, nous allons prendre langue et voir de quelle manière suspendre ou pas. Si l'appel des syndicalistes n'a pas reçu du répondant de la part du Premier ministre sortant Matata Ponyo, aujourd'hui, les grévistes placent leur espoir au nouveau Premier ministre Sami Badibanga. Dans le reste de l'actualité, la cellule d'exécution de finances en faveur des États fragiles, CEFEC, soutenue par la Banque africaine des développements, BAD, et la Banque mondiale, a organisé mercredi 23 novembre dans ses installations de la Gombe une journée porte ouverte. Elle a porté sur le projet agricole financé par la Banque mondiale avec la participation des acteurs du monde paysan de Kinshasa. Jean-Louis Sukama, Mathieu Ngadipovi pour la suite. La Banque mondiale a un portefeuille de 3,9 milliards de dollars en RDC. 15% de ceux-ci sont consacrés à l'agriculture, soit 450 millions de dollars. Les projets phares sont dans le secteur agricole, le PDPC et le PARSA. Le PDPC, ou projet de développement de pôle de croissance ouest, pèse 110 millions de dollars et est localisé à Kinshasa et au Congo central. Il a débuté le 26 octobre 2013 et prend fin le 30 août 2019. Le PARSA, ou projet d'appui à la réhabilitation et à la relance du secteur agricole, avec 120 millions de dollars, est localisé dans les 5 provinces de l'Équateur et à Kinshasa dans le pôle Malebo. Il y a également un projet agricole dans l'est du pays financé par la Banque mondiale dans le cadre du développement de la région des Grands Lacs. Les résultats auxquels sont arrivés le PDC et le PARSA sont intéressants. Reconstitution des filières semencières grâce aux agri-multiplicateurs, augmentation des rendements par hectare dans les différents produits agricoles, relance des cultures vivrières, construction de routes de dessertes agricoles et développement de l'agriculture familiale. Cette journée porte ouverte a été l'occasion pour les acteurs du mouvement paysan de s'exprimer. La plupart qui viennent de Kinshasa ont déploré le manque de projets financés par la Banque mondiale dans la capitale.
le manque de crédit et de financement tout court. Bon nombre d'entre eux ne comprennent pas l'utilité du parc de Bukangalonzo, qui est pourtant important pour l'agro-industrie et l'agro-business. Il est à déplorer qu'aucun officiel de la province ou du gouvernement central n'a participé à cette journée porte ouverte ô combien intéressante. La RDC importe 2 à 1,5 milliard de dollars de biens alimentaires. Avocats sans frontières Belgique, en collaboration avec l'Ordre national des avocats de la République démocratique du Congo, ont clôturé jeudi 24 novembre l'atelier de barreau congolais sur la question d'aide légale. À cet effet, les organisateurs se sont rendus au Parlement, question de rencontrer le président de 2 chambres pour leur faire le compte-rendu. Propose Kiaou Patrick Borel qui dit reportage. Les avocats congolais de tous les horizons du pays ont été reçus par le président de 2 chambres du Parlement pour déposer leur mémorandum des positionnements du bureau congolais relatif à la question d'aide légale. Dans leurs entretiens, ils ont mis un accent particulier sur l'assistance en direction des indigents et des personnes vulnérables. Nous venons d'être reçus par le président de l'Assemblée nationale. Son collègue du Sénat nous a reçus à 10h. Le gouvernement, où nous avons été reçus par le ministre de la Justice. Nous lui avons remis un mémo, il a réagi aussitôt en nous disant que le moment est opportun parce que c'est la période où on élabore, où l'Assemblée, le Parlement élabore le budget. Il va faire en sorte que dans le budget qui sera adopté, il y ait une ligne de crédit pour que l'État décaisse de l'argent en direction des indigents. Mais quelles en sont les résolutions prises à l'issue de l'atelier de barreau congolais sur les questions d'aide légale? Les résolutions, en fait, il y avait 2 points. Il y a d'abord la question du projet de loi sur l'assistance judiciaire qui est pendant devant le Parlement. La deuxième question, c'était sur le financement de l'aide légale. Cet atelier s'est clôturé jeudi 24 novembre à l'hôtel Marika à Gombe. Le seul souhait est que ces résolutions servent à faire avancer le pays en matière légale. L'hôtel du gouvernement a servi de cadre à la cérémonie d'ouverture de la revue annuelle du 4e programme de coopération RDC-UNFPA jeudi 24 novembre. 6 assises ont été une occasion pour la représentante de cette agence du système des Nations Unies de faire le point sur les avancées et les défis qui attendent les structures dans le cadre de la coopération UNFPA RDC. Willy Kacha, reportage. Dans le cadre du programme de coopération, l'UNFPA a apporté un appui conséquent au renforcement des capacités statistiques en vue de rendre disponibles les données pour le développement. Cet appui concerne essentiellement les grandes opérations de collecte des données. Il s'agit là de la préparation du 2e recensement général de la population et de l'habitat, de l'enquête sur les questionnaires unifiés des indicateurs de bien-être, des bases visant entre autres à fournir des informations pour renseigner les indices du développement humain. Au cours de la cérémonie de lancement d'ouverture de la revue annuelle du 4e programme de coopération entre la RDC et l'UNFPA, Diane Keita, représentante des Fonds des Nations Unies pour la population, ressort l'importance de ces assises et les défis auxquels son institution partenaire privilégiée du gouvernement de la République fait face. L'année a été extrêmement riche. En 2016, le Fonds des Nations Unies pour la population a appuyé le gouvernement sur plusieurs registres. D'abord le registre macroéconomique qui est la collecte des données, comme on appelle le renforcement des capacités statistiques nationales et contribue aux grandes enquêtes qui permettent d'élaborer le plan national de développement du pays. Les défis sont les mêmes. Notre travail, c'est la population, cette belle population du Congo. Donc ce qui reste à faire, c'est ce qu'on a déjà fait et continuer, trouver des voies différentes, continuer à mobiliser auprès des partenaires pour arriver dans des endroits très difficiles et essayer d'améliorer leurs conditions de vie. Il s'est de rappeler que les questions de population et du développement, ainsi que leur lien réciproque avec la santé, de la reproduction et l'égalité des genres, restent d'actualité dans le contexte de l'agenda de développement durable à l'horizon 2030. Le lancement de la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites à la femme et à la jeune fille interviendra à Kinshasa vendredi 25 novembre 2016. Bien avant cela, une matinée d'échange a été organisée mercredi entre le ministère du Genre, l'ONU Femmes et les organisations de défense de droits de la femme. Willy Kacha, Sylvie Fortuné Moula.
Les 16 jours d'activisme contre les violences faites à la femme et à la jeune fille étaient annoncés au cours de cette rencontre qui a regroupé les professionnels de médias, l'ONU Femmes, le CAFCO et le ministère du Genre ce mercredi à la salle Lucana du dit ministère. Il a été ici question de rappeler les motivations ayant sous-tendu l'initiative prise par les structures de défense des droits de la femme pour faire entendre la voix de cette catégorie de personnes. Pendant les 16 jours, les parties prenantes, les activistes sont invités à poser des actions qui vont dans le sens de lutter contre les violences sexuelles. Dans notre environnement, que ce soit communautaire, professionnel, et partout où nous nous trouvons, nous sommes appelés justement à poser des actes par rapport à ça. Par ailleurs, des innovations ont été apportées au niveau du Code de la famille, toujours pour défendre le droit de la femme. C'est une campagne qui parle sur la lutte contre toutes les formes de discrimination faites à la femme, les violences sexuelles et les violences basées sur le genre. Le Code de la famille, c'est un monument juridique national qui venait d'être révisé selon le genre pour pouvoir enlever de cette loi toutes les dispositions qui étaient encore discriminatoires, qui ne se conformaient pas à la constitution de notre pays et qui ne se conformaient pas aussi aux dispositions des conventions internationales et des conventions régionales et sous-régionales que notre pays a ratifiées. Le lancement de la campagne d'activisme contre les violences faites à la femme et à la jeune fille interviendra le 25 novembre du mois au cours. Un mot en éducation, cette fois-ci en province, où 83 350 élèves ont réintégré les circuits de l'école dans le Lualaba, selon le directeur provincial de l'éducation de cette province. Ceci est le fruit de la campagne. Tous les enfants en âge scolaire à l'école. Delphin Kunapungu est ici au micro de notre correspondant Timothée Prince Odia. Les écoles qui étaient impliquées, c'était 687. Nous avons pu visiter 72 980 ménages. Pendant la campagne d'inscription, avec cette opération porte-à-porte, nous avons pu identifier les enfants non scolarisés, 70 461, dont 37 948 filles. Et après la campagne, nous avons récupéré 46 729 enfants, dont 24 453 filles. Et ça, ce sont des enfants de 6 à 7 ans. Il y a eu aussi des enfants de 8 ans et plus qu'on a récupérés. C'était 2476 enfants, dont 1370 filles. Nous avons au total 83 350 enfants, dont 42 921 filles. Et c'est ça les résultats de notre campagne. En termes de pourcentage, nous avons récupéré 69,8%, que nous pouvons même parler de 70% d'enfants que nous avons récupérés. La prochaine étape maintenant, c'est la protection des enfants vulnérables. Revenons à Kinshasa pour parler culture. La fête du livre a été lancée mercredi 23 novembre à l'Institut français par l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo. Debout Kinshasa de Sébastien Maître est le film projeté pour cette cérémonie d'ouverture. José Moussangana, Mathieu Ndadipofi. C'est parti pour la 4e fête du livre de Kinshasa. Le go a été donné par l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo, son Excellence Alain Romy. On est très heureux d'avoir pu accueillir autant de spectateurs pour ce film ce soir, ces films, parce qu'il y a eu à la fois un court-métrage et des vignettes. Et je crois que chaque année, ça amène davantage, ça attire davantage du public et notamment du public jeune. Cette année, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits en direction de la bande dessinée. On vient d'entendre notre ami Cash et le coloriste. Et c'est vrai que c'est un art, la bande dessinée, qui a trouvé une place en République démocratique du Congo. Après cette cérémonie du lancement, l'heure était à la projection du film Debout Kinshasa de Sébastien Maître. Il s'agit d'un conte social qui résonne comme un hymne à la créativité du peuple congolais. Ce film a été complété par une série de mini-documentaires sur le petit métier de Kinshasa et une bande dessinée intitulée Mbote Kinshasa. La jeunesse, c'est l'avenir d'un pays et que moi, j'avais la volonté en fait de créer ce projet
et de montrer la ville de Kinshasa à travers le regard de deux enfants, et de deux enfants qui nous présentent leur ville et qui quelque part nous présentent un projet d'avenir. Parce que c'est la génération de demain, ce sont eux. Et ça me semblait tout à fait évident, dès le départ, d'avoir des enfants comme personnages principaux. Dans notre temps, le programme se poursuit à l'Institut français de Kinshasa et dans différents sites prévus pour la célébration du livre qui ira jusqu'à dimanche 27 novembre. Parlons sport dans ce journal à 2 jours du départ pour l'Angola où elles vont participer à la 22e édition de la CAN de la spécialité. Les léopards dames de handball de la RDC amorcent les derniers virages avec le match amicaux. Marceline Mwakoumania et Mathieu Ngadipovi. Défendre le titre de 2014 est un souhait, mais c'est qualifié pour le championnat du monde et l'objectif que poursuivent les léopards handball de la RD Congo sous la houlette du président de la FECO Hand, Amos Mbaye. Notre rêve de faire qualifier la RDC pour tout le monde, mais aujourd'hui nous en avons déjà 6. Donc c'est une première pour cette discipline. Donc nous allons chercher la 7e à l'Angola. Nous pensons qu'avec l'effectif que nous avons ici, nous allons vraiment le qualifier. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, avec la qualification à la Coupe du Monde, ça a été une nomination pour certaines joueuses qui se sont permises. Aujourd'hui, nous allons voir 13 donc ça fait que nous sommes dans une terme dynamique et c'est la volonté de faire avancer cette discipline qui a fait qu'aujourd'hui nous avons l'ambition. Ce mercredi dans la soirée, les jeunes dames se sont mesurées aux garçons de Kinsport à la Maison des France. Les sports n'est certes pas et le jeu, mais la prestation plus éloquente quant aux joutes à venir. L'actualité en dehors de nos frontières est le feu qui est signalé jeudi dans plusieurs villes en Israël, notamment dans la région de Jérusalem et à Rafah. De vents violents et secs qui soufflent, de vents violents et secs qui soufflent n'arrangent pas les choses. Plusieurs personnes ont été évacuées dans leur maison. On parle de plusieurs dizaines de blessés. Plusieurs sources indiquent que ces feux seraient d'origine criminelle. Les autorités de l'État hébreu ne ménagent aucun effort pour venir à bout de ces sinistres et certains pays amis d'Israël ont promis d'envoyer des secours, notamment des avions anti-incendie. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis, les parutions de journaux de ce 24 novembre ont été lues et commentées pour vous par Polydor Ngassiami. Il ne serait pas faux de dire que la vedette de l'actualité a été volée depuis quelques jours par Sami Badibanga, ce qui paraît être une bonne chose pour le nouveau Premier ministre qui se trouve en pleine consultation pour la formation de son gouvernement. Mais à en croire la prospérité, il serait sous forte pression de grandes puissances dont les USA, la France, la Belgique et l'Union européenne qui exigent avec empressement un large compromis avec le rassemblement d'Étienne Tshisekedi et les autres. Et pendant ce temps, indique le quotidien, les signataires de l'accord politique du 18 octobre poussent le nouveau Premier ministre à aller plus vite dans la mise en œuvre du dit accord. Le nouveau Premier ministre qui, selon le phare, doit faire le choix entre les élections et le social. En effet, écrit-il, sur un front comme sur un autre, sa tâche ne va pas être aisée. C'est ce que pensent les observateurs car les contraintes tant politiques que financières s'érigent en obstacle à la réalisation de sa mission principale, celle d'organiser les élections. C'est l'heure de choisir, estime-t-il, soit mobiliser tous les moyens pour les urnes, soit les canaliser vers les objectifs de développement. S'il faut embrasser les deux, ce serait trop pour si peu de temps, comme s'exclame l'éveil. Mais Sami doit s'y mettre, surtout qu'il est appelé à servir le peuple comme le titre en manchette, le libre débat. En effet, écrit le tri-hebdomadaire, en acceptant d'assumer les lourdes charges de Premier ministre dans le contexte actuel, on peut présumer que Badibanga a choisi de servir le peuple avant tout autre intérêt ou considération. Et il faut une dose élevée de patriotisme, beaucoup d'abnégation et surtout un don de soi pour l'intérêt supérieur de la nation. Voilà ce qu'il faut pour mieux conduire la primature. Cette primature que la personne considère comme un cadeau empoisonné pour Sami Badibanga. Ce, pour le simple fait que Matata est parti en prenant soin de placer ses hommes de main à la tête des régies financières de la République, ce qui compliquera à Badibanga d'organiser le social des Congolais et les élections. Pour revenir aux consultations du nouveau Premier ministre, Forum des As présente la réflexion d'Adolphe Mouzito qui estime que le Premier ministre désigné a une faiblesse,
celle d'un indépendant issu d'aucun parti politique, moins encore d'un parti politique de l'opposition. Et ceci constitue une violation de l'accord et de la Constitution. D'où la question, les consultations du Premier ministre Badi Banga, est-ce pour la formation du gouvernement ou pour la mise en place d'une coalition? Enfin, pour finir, le lauréat revient sur la nécessité d'un accord plus inclusif en RDC pour dire que les USA exigent la participation de Kabila et d'Etienne Tshisekedi. Cela permettra de parvenir à un consensus vers des élections crédibles en temps voulu. Le prochain rendez-vous avec la revue de presse, c'est demain à la même heure et sur la même chaîne. Bonsoir. Nous serons terminés ce journal sans pour autant souhaiter un joyeux anniversaire à Essentiel Chibilouitou, âme sœur de notre confrère Jean-Marie Louzitou, et à vous, téléspectateurs qui êtes nés ce 24 novembre. Bon anniversaire à vous. C'est la fin de ce journal coordonné par Polydor Gaziame et le chef d'édition Sylvie Fortuné Mboula et toute l'équipe technique. Nous vous disons merci de nous avoir prêté votre attention à Kinshasa et à travers le monde. Au revoir et bonne soirée chez vous.